Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans Un Esprit Sain dans un corps sain, le podcast qui parle du passé, des actualités et de toutes les choses formidables qu'il y aura à venir dans le genre du body horror. Bonsoir Fanny. Salut tout le monde. Et aujourd'hui, nous sommes donc au mois de mai. Et donc en mai, il faut faire ce qui nous plaît. C'est précisément ce que fait notre personnage du jour, c'est-à-dire May, qui est le personnage principal du film May, qui est sorti en 2002 et qui est réalisé par Lucky Mackie. Donc May présente notre personnage qui a connu des difficultés durant l'enfance liées au fait qu'elle a un problème à l'œil. Donc ça a créé des complications pour se faire des amis. Elle était considérée comme étant un peu bizarre, un peu différente. Du coup, comme elle n'arrivait pas à se faire des amis, sa mère lui dit si tu as du mal à te faire des amis, tu peux en créer un. C'est pour ça qu'elle lui a offert une poupée, Suzy, qui l'accompagne toute sa vie jusqu'à sa vie d'adulte, où elle est assistante / chirurgienne vétérinaire, notamment spécialisée dans le fait du coup de recoudre les animaux en post-opératoire. Elle a toujours ses grosses difficultés sociales, elle est entourée notamment d'une collègue qui la drague assez lourdement, donc elle est assez objectifiée dans son espace de vie, et elle croise notamment par hasard un très bel homme qui a notamment de très belles mains, et ça va être très important dans le film parce que vous allez comprendre, c'est quelqu'un qui fait un peu des focus sur des parties du corps. Voilà, sans trop vous en raconter, donc c'est un film qui a été réalisé par Lucky Mackie, qui est un cinéaste américain qui avait notamment réalisé avant en partenariat avec Chris Silverstone All Cheerleaders Die. Alors, l'original est plus ou moins compliqué à trouver, c'est un film qui a été fait avec peu de moyens au sortir de la fac de cinéma, dont d'ailleurs il y a eu un remake ensuite en 2013. Et en 2002, c'est son premier film en solo, May, qui a connu un certain succès critique mais pas public, c'est-à-dire que c'est plutôt un plus ou moins échec au box-office, mais c'est un film qui a gagné au fur et à mesure un certain succès culte, ce qui fait d'ailleurs, et ce n'est pas un partenariat mais on vous encourage très fortement à aller le précommander chez ESC. Et oui, les mêmes personnes qui ont distribué Thanatomorphose, décidément ils nous ressortent de ces pépites tout le temps, et vraiment genre sans eux il y aurait plein de films qui ressortiraient pas en DVD, surtout que May est quand même devenu assez compliqué à trouver en streaming, un peu comme tous les films de Kimaki, je vais y revenir sous peu. Ensuite, il a fait notamment un film qui s'appelle The Woman, qui est peut-être son film le plus connu, qui a fait un peu scandale à Sundance, qui est un film un peu controversé dans son rapport aux sévices qui sont réalisés aux personnages féminins, mais on retrouve des thématiques un peu communes, je trouve, avec May, qui sont l'objectification du personnage féminin principal, qui est considéré comme étant bizarre dans la société, mais qui, au final, est peut-être moins dangereux ou bizarre que les personnes qui la critiquent. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a plutôt un certain succès, au moins critique, dans le cinéma d'horreur, pas forcément d'un point de vue mainstream, mais je trouve que c'est quelqu'un qui mériterait, dont on parle un peu plus de son travail, parce que je trouve qu'il y a quand même un regard assez singulier, des thématiques assez fortes, très intéressantes, et surtout un regard finalement sur les personnes marginalisées qui nous fait un peu réfléchir sur notre sens de l'éthique et notre normalité par rapport à ces personnes-là, et même par rapport à notre propre normalité tout court, bien sûr. C'est un petit peu le contexte par rapport au film May, et je tiens à passer la parole comme d'habitude peut-être, mais surtout parce que c'est toi qui nous l'a fait regarder, et vraiment sans spoiler, je t'en remercie infiniment. Je suis tombé amoureux de ce film vraiment. Et donc qu'est-ce que tu aurais comme ça à nous en dire de ce film qui est si riche? Eh bien, je suis ravie qu'il t'ait plu ce film. Et j'aimerais commencer, de mon point de vue, cette émission, ce passage, en racontant un peu comment je l'ai découvert et aussi comment je l'ai redécouvert. May me tient particulièrement à cœur, et d'autant plus aujourd'hui, parce que c'est l'un des films qui m'a le plus marqué, je crois, cinématographiquement parlant. Je l'ai découvert quand j'étais adolescente, un peu par hasard, dans un contexte assez familial. Voilà, j'étais ado, j'étais fan de cinéma d'horreur, et je l'assumais, puisqu'il y a eu toute une période de ma vie où j'ai un peu nié cet amour avant de le renouer, un peu comme l'amour que j'ai pour le disco. Parenthèse. Et donc j'avais 13 ans, j'étais avec une de mes meilleures amies de l'époque. Je crois que j'étais au Virgin de Paris ou à la Fnac. J'étais avec mon papa. On découvrait avec appétit, avec appétence, avec gourmandise, le rayon cinéma d'horreur dans le Virgin ou la Fnac, je ne sais plus. Et mon père m'a dit, vous avez carte blanche, jusqu'à un certain nombre de films, vous pouvez choisir, je crois, 1 ou 2 films, je vous les offre, allez-y. Et là, pendant 20 minutes, on écume les rayonnages, et j'ai souvenir, je sais plus si c'est mon ami de l'époque ou moi, on a tiré ce DVD, par hasard, May,
La jaquette était très étrange. Et j'ai souvenir que ce qui nous a décidé, c'était le commentaire de Wes Craven, qui saluait, en tout cas qui faisait l'éloge de ce film. Vous savez, comme on trouve généralement sur les affiches de films, quand tel journal ou telle célébrité renommée donne son avis en quelques mots. Et en fait, nous, on a vu Wes Craven, et c'était le seul nom de réalisateur d'horreur qu'on connaissait, notamment pour Scream, mais encore tout un tas d'autres films. Je ne me suis même pas posé la question, il était un peu neuneux, et on s'est dit « Oh, c'est un film de Wes Craven !» Pas du tout. Donc, on a pris ce film avant... Et après, on s'est rendu compte, on s'est dit « Ah non, ce n'est pas un film de Wes Craven, c'est complètement autre chose. » Et nous l'avons regardé ensemble dans la foulée. Et c'est un film qui m'a, à l'époque, faut vraiment se dire que j'avais 13 ans, il m'a traumatisée. Il m'a traumatisée et il m'a laissé un souvenir, une émotion dérangeante, de malaise. C'est un film, par rapport à tout ce dont on a parlé, des films très gore, dans le body horror, qui étaient très explicites, parfois à la limite du splatter, enfin bref, dans la monstration des choses très très visuelles. May, pas du tout. May, c'est un film d'ambiance. May, c'est un film d'atmosphère et qui va ménager effectivement un climax et qui est quand même en lien avec le body horror, mais plutôt sur le final et à la marge. C'est intéressant d'ailleurs de dire à la marge, puisque May, c'est vraiment un film sur la marge, la marginalité, comme tu l'as très très bien introduit. Et donc, chose très étrange avec ce film, il m'a laissé un souvenir impérissable, mais j'ai oublié le titre, ou du moins, très longtemps, j'ai cru que ce film s'appelait Amy, c'est-à-dire qui fait penser à Amy. Et comme c'est un film qui porte sur les relations sociales, sur les réseaux d'amitié, la quête de la relation, la quête de l'amour de l'autre, et la quête aussi un peu de soi, la quête de l'alter ego, eh bien, je pense que ça s'est un peu gravé dans mon inconscient de cette façon, et je l'ai longtemps recherché sous le titre de Amy. Et j'ai cru que plus jamais je ne pourrais le revoir. Et il continue de me hanter. Voilà, par moments, il me revenait. Et c'est cette année où, il y a quelques mois, par hasard, sur Instagram, une connaissance poste des images de ce film. Et là, flashback, le Vietnam. Je revois mon adolescence. Je me retrouve en phase avec ce film, débordée par ses émotions. Et je me dis, mais attends, mais comment s'appelle ce film ? J'ai reconnu les images. Et effectivement, elle avait mentionné le titre. Je dis, putain, c'était pas Amy, c'était May. J'avais en fait toutes les lettres, mais pas dans le bon ordre. Et donc déjà, ça montre à quel point ce film c'est ancré quelque part dans mon inconscient, dans ma mémoire, et aussi dans mon approche de cinéphile, comment il a un peu façonné, il a participé à modeler aussi tout un amour pour un certain genre de cinéma. Je l'avais retenu sous le nom d'Amy, c'était May, et il a déjà engagé une réflexion. Et je l'ai revu du coup avec toi, il y a peu, avec grand plaisir. Alors effectivement, j'ai grandi depuis. C'est un film que je trouve toujours aussi marquant, que je trouve en tant qu'adulte très profond, très étrange toujours, mais qui effectivement ne m'a pas atteint de la même façon, et tant mieux quelque part. Mais c'est un film, on va pas arrêter de faire des jeux de mots putain sur ce titre, mais c'est un film qui suscite beaucoup de réactions. Je trouve que le personnage principal est exceptionnel et exceptionnellement bien incarné. D'ailleurs, on peut saluer l'ensemble des acteurs, principalement l'actrice principale, et je n'ai pas son nom. Alors elle s'appelle Angela Bettis. D'ailleurs aussi dans The Woman, elle joue un rôle très différent, mais vraiment c'est pour moi une formidable découverte. J'ai vraiment découvert avec ce film-là et vraiment je l'adore. Tout casting est exceptionnel. D'ailleurs je tiens à souligner aussi la présence de James Duval, qui est un acteur très récurrent dans les films de Greg Araki. C'est pas du body horror Greg Araki, mais vraiment on vous encourage à aller voir, surtout par exemple Nowhere, dans lequel il a un super rôle. C'est toujours un plaisir de le voir avec sa bouille un peu genre très cool comme ça, voilà. On dirait un peu Ross dans Friends, mais en moins glauque. Voilà, pour vous dire un peu une comparaison. Je trouve que c'est un film qui a qui m'a beaucoup parlé émotionnellement. Je pense que c'est un film qui m'a beaucoup touché et ému pour justement un peu la solitude que ressent ce personnage. Parce que le tour de force, c'est ce qui fait que le film est très déroutant, voire même dérangeant pour beaucoup de personnes. C'est qu'on traite de quelqu'un qui littéralement a des penchants, disons, presque un peu, peut-être pas psychopathe, mais qui, disons, a une vision du corps qui est très morcelée. Elle fait un peu des hyperfixettes, ou pour elle, ce qui est de l'ordre un peu
de l'attachement aux autres, de la sensualité, peut être relié à genre quelque chose qui est presque de l'ordre du cannibalisme. On pourrait dire, je ne spoil pas une scène, mais il y a un peu en fait ces dimensions de pour elle, bah, c'est un peu normal, voilà, d'avoir un peu ce truc d'avoir presque envie de manger la personne d'en face. Et l'équipe de ce film arrive merveilleusement bien à qu'on soit en empathie complète avec cette personne, parce que déjà on se rend compte qu'elle est y compris en fait objectifiée par le mec, ou genre au départ elle est complètement fascinée par lui, par ses mains, puis au final on se rend compte que lui en mode bon bah ok, elle arrive, elle est intéressée par moi, bon bah ok je dis oui, mais bon ah voilà, quand je me rends compte qu'elle est un peu bizarre, ah bah non, du coup voilà. À ceci près qu'on on peut lui, comment dire, lui concéder, on peut comprendre la réaction d'Adam, oui, Adam, dans le film. Effectivement, on peut comprendre qu'il prenne ses distances. Je nuancerai quand même par rapport à ça. Je veux bien concéder deux, trois choses à ce personnage qui a certes énormément de défauts, mais néanmoins, elle agit quand même de façon complètement étrange et elle est dangereuse. Mais je te rejoins bien sûr sur le fait que on est en empathie avec elle. Et ce, tout au long du film, et ce, malgré ses exactions, et ce, malgré son délire grandissant. Mais voilà, je concéderais quand même cette chose au personnage d'Adam. Oui, parce qu'en fait, on se rend compte, enfin, c'est vrai que oui, bon, clairement, les gens, c'est normal qu'ils n'ont plus envie de lui parler durant tout le film, vous verrez pourquoi. Mais c'est vrai que ce qui m'a intéressé, c'est ça, c'est qu'il y a un peu ce côté où finalement, les gens, ils l'utilisent un peu durant fait tout le film. C'est-à-dire qu'il y a un peu genre. En fait, elle cherche vraiment une vraie relation sociale, des vrais amis, voire plus. En fait, les gens, ils utilisent, ils surtout en plus, et rare, tout ce qu'elle a en fait comme interaction sociale, c'est des interactions sexualisées. C'est pas anodin. Elle, en fait, elle cherche juste du contact humain, elle cherche juste à ne plus être seule, à se faire des amis, et en fait, les gens, bah, ne la voient pas vraiment comme ça. C'est vrai que le film commence. On a une introduction, comme tu l'as très bien rappelé, avec le contexte de son enfance, où on comprend qu'à travers ce handicap oculaire qu'elle a suite à un accident, je crois, eh bien, elle va être marginalisée durant la première partie de sa vie, toute son adolescence. Et ça, c'est de l'introduction. Et ensuite, on la découvre adulte, indépendante, et grâce, je crois, à une opération, aussi grâce à des sortes de lentilles, eh bien, elle peut camoufler son handicap qui lui provoque une sorte de strabisme. Et donc, on l'a saisie à ce moment-là du film, où elle peut enfin aller vers la sociabilité, où, a priori, elle peut dépasser ce handicap et ce handicap social, en tout cas ce handicap qui l'a handicapée socialement, et donc, elle va vers la vie, elle va vers l'autre à ce moment-là. Et le film va constamment jouer entre cette tension. C'est une marginale qui va vers les autres vont vers elle, mais comme tu l'as très bien dit, avec un prisme bien déterminé qui est celui de l'intention sexuelle. Donc elle est réifiée, parfois elle est aussi un peu objet de curiosité. Adam, paradoxalement, c'est celui... alors que c'est un homme, etc. Il a des intentions vis-à-vis d'elle, mais elle l'intrigue, elle l'amuse, il a envie d'en savoir plus sur elle, mais elle va finir par l'effrayer, parce qu'elle ne maîtrise pas non plus les codes. Elle a tellement été éloignée du monde, et d'ailleurs on ne sait rien ou très peu de choses sur son passé familial. On peut supposer qu'il a été peut-être très traumatisant, ou en tout cas que ça a été une enfant coupée des relations des autres, et qu'elle ne s'est construite qu'à travers ce microcosme entre sa famille et cette fameuse poupée Suzy qui est omniprésente dans le film. Et je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais ado, je m'attendais à voir Suzy s'animer. Je ne dis pas est-ce qu'elle s'anime, est-ce qu'elle ne s'anime pas. Il y a quelque chose qui est joué là-dedans. Mais Suzy est omniprésente et finalement on la voit très très peu. Donc ça, c'est l'amie originelle avec laquelle May dialogue quand elle rentre chez elle, mais elle veut s'en arracher parce qu'elle veut aller vers la véritable sociabilité, elle veut aller vers l'autre en tant qu'autre, et donc elle découvre aussi ses propres désirs, ses propres penchants, et elle s'ouvre aussi à une multitude de possibilités. C'est un film qui est intéressant qui montre à quel point elle est ouverte, puisque elle s'intéresse d'abord à un garçon, et tu l'as très bien dit au départ, par rapport à ses mains qui la fascinent. Donc oui, elle morcelle l'autre, et ensuite elle va être plutôt attirée par sa collègue Polly, qui, comme tu l'as aussi dit, la drague lourdement. Et donc là, on voit que c'est pas du tout un personnage qui a une orientation sexuelle déterminée. C'est pas, elle est attirée par une personne, ou du moins, elle va vers une personne. Et d'un autre côté, est-ce qu'elle n'irait pas aussi vers une partie de cette personne par rapport à son corps? Donc le film dialogue constamment entre désir de l'autre et marginalité. Oui, puis je dirais aussi que une des grosses thématiques tout à fait reliées
apprécie du film, c'est le côté aussi, le rapport entre la perfection des éléments du corps là et son auto-détestation en fait. Et en fait, notamment, le fait que tu mentionnes qu'elle s'est fait opérer d'un œil, en fait, je vais pas spoil, mais ça me rappelle et ça me rend la fin vraiment encore plus déchirante. Vraiment, moi, à la fin, ça m'a affecté, hein. Genre, même en y pensant, je suis hyper ému parce que je trouve qu'il y a un côté. Enfin, vous verrez, c'est tellement dans la solitude. Mais justement, il y a un peu ce côté, en fait, elle envie une partie du corps chez les autres qu'elle trouve vraiment parfaite. Elle aimerait avoir finalement cette espèce d'ami parfait qui n'existe pas vraiment. Tu as tout à fait raison. En fait, elle fantasme, elle idéalise des parties du corps, comme tu l'as dit, qui sont jugées parfaites, là où elle déplore que la totalité des autres est imparfaite. Là aussi, on a un peu un regard déjà Oui. esthétique. C'est-à-dire que chez l'être humain, oui, il y a de la perfection, mais c'est une perfection isolée, c'est une perfection morcelée. Il y a une partie particulière, mais la totalité est toujours imparfaite et se reflète aussi à travers le comportement de ses semblables. Oui, et puis justement, quand on parle en fait de ce rapport justement aux parties du corps, j'ai envie peut-être d'aborder dès maintenant ce sujet, mais si on pourra parler aussi de plein d'autres aspects que ce film-là a. Mais on est dans une émission qui parle de body horror. Et ce film-là, honnêtement, en présente très très peu. Sauf à la fin, vraiment, ouais, on est ok, c'est du body horror. Tout film, c'est pas vraiment un film body horror. On pourrait dire que oui et non. Moi, je pense que oui. Mais je me rappelle qu'on n'était pas vraiment d'accord là-dessus. Et j'aimerais un peu entamer ce débat-là. Et je pense qu'on réabordera un peu des cas comme ça de films. Est-ce que c'est vraiment du body horror ou pas? Et du coup, je te pose la question, est-ce que ce film-là, selon toi, est un film de body horror? Pour moi, non, et ce film-là est même à la frontière du film d'horreur. Après, le film d'horreur est tellement, tellement vaste. On est dans une horreur déjà beaucoup plus conceptuelle. On l'avait déjà évoqué, cette notion du body horror qui peut être en germe dans une idée, et après se poser la question de s'il se matérialise, s'il se traduit, s'il est développé. Et là, il finit par exister. On sent qu'il germe, mais il n'existe pas pendant la plupart du film. Il est préparé, c'est un film très psychologique, c'est un film qui parle du corps, mais qui parle du corps dans le rapport à l'autre et dans le rapport au désir de façon générale, pas que du désir, l'attirance sexuelle. Le body horror, on l'a retenu, il parle de la déformation du corps. Alors peut-être là où il y a un peu quand même des parallèles, des parentés avec le body horror, c'est dans cette dysphorie. Je pense qu'on peut garder le terme de dysphorie. Vous pouvez songer à la dysphorie de genre, donc dysphorie, ce qui s'oppose à euphorie, ce qu'on n'arrive pas à porter, ce qui crée du malaise, ce qui crée, comment dire, même de l'horreur vis-à-vis de soi-même, un rapport biaisé au monde de façon négative. Je le définis assez mal, mais je pense qu'on peut retenir que c'est un film profondément dysphorique. Et c'est peut-être là où on amorce le body horror. Mais factuellement, visuellement, il se produit pas, sauf à la fin. Mais le final suffit-il à faire de lui un film de body horror? Pour moi, c'est insuffisant. Film dysphorique, oui, qui amorce le body horror. Pourquoi pas? Mais film de body horror, non. Eh bien, Zola a dit j'accuse et moi je dis je suis... Enfin, je suis pas contre, mais en gros, moi je vais militer pour dire que ce film pour moi est un film de body horror. Pourquoi? Parce que déjà, pour moi, l'aspect body horror, c'est comme un peu tout un peu ces classifications, comme je sais pas, différents mouvements littéraires, mouvements artistiques. Ça reste souvent a posteriori d'une œuvre et ça ne prend pas souvent en compte ses spécificités. Après, oui, enfin, j'entends ce que tu dis vraiment. C'est vrai qu'il y a c'est peut-être un film proto-body horror en fait. Mais il y a quand même pour moi cette dimension de comment on voit le film à travers quelqu'un qui a, comme tu dis très très bien, une dysphorie par rapport à son rapport à son corps. Bah pour moi, le côté très, elle voit le corps de façon hyper morcelée, pas du tout comme un corps humain, presque comme un corps qui n'existerait que par certains de ses parties. Bah en fait, pour moi, il y a une dimension, tout le film met en germe ce que, comment dire, ce que serait la vision de quelqu'un qui s'apprête à faire quelque chose de body horror. Donc finalement, c'est comme si le body horror était présent de façon presque fantomatique durant tout le film. On se rejoint, hein, parce que pour toi, en fait, justement, c'est quelque chose qui amorce un peu dans cette thématique. Pour moi, c'est même tellement une obsession avec ce corps-là, mais qui n'est pas montré comme étant un rapport à un corps de façon, comment dire, avec
unité, donc du coup quelque chose qui doit presque en fait une sorte un peu de déformation par fracturation, par fragmentation du corps. Pour moi, il y a un peu en fait voilà, cette dimension body horror. Mais encore une fois, ce que je dis d'abord, c'est que voilà, les genres sont définis un peu sur certains aspects, mais je trouve que c'est aussi rigolo un petit peu débattre si oui ou non ça rentre dans la case. Mais tout à fait, et là où je te rejoins, c'est que c'est intéressant quand les cases, elles sont, j'aime bien ce terme-là, pour eux, vous avez dû le remarquer, quand elles sont trouées, quand elles commencent à se déformer, comme un corps finalement, enfin les corps qui nous intéressent. Et oui, c'est beau ce que tu as dit, un body horror un peu fantomatique qui plane, mais je pense que d'abord on est essentiellement dans un drame. On est dans un drame psychologique, le drame de la vie, avec aussi ce personnage qui, certes, ne peut pas s'empêcher d'aborder et d'appréhender le corps par son morcellement, par cette fascination de certaines parties. C'est très, 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 très prégnant avec les mains. Ça le sera moins avec les autres, on aura compris globalement sa manière d'appréhender le corps de l'autre. Mais le personnage va aussi s'efforcer d'avoir une véritable relation avec l'être tout entier, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, elle finit par, en tout cas, se dire peut-être qu'il ne faut retenir que la plus belle, la meilleure partie. Et la meilleure partie de l'autre, ce n'est pas son comportement, ce n'est pas sa morale, ce n'est pas son âme, c'est son corps. Voilà, le projet Body Horror, je pense que vous l'avez un peu deviné, il arrive pas tout de suite. Certes, il plane légèrement. Et encore, c'est vraiment la deuxième moitié du film, voire le dernier quart. On n'est pas sur une découpe du film, peu importe. Mais en tout cas, je pense qu'on est dans un film qui évolue, qui se recompose, qui emprunte aussi à plusieurs genres, mais qui passe avant tout par le drame, ensuite dans l'horreur, et oui, sur un final un peu body horror. Non mais c'est vrai que c'est sûr que ouais, c'est une dimension plus vers la fin, et c'est vrai que ouais, mais on voulait quand même aborder ce film là parce que ça aborde quand même la question du corps d'une façon très singulière, et puis c'est aussi un très beau film parce que comme tu as dit, c'est un drame. Alors d'ailleurs à ce drame j'ajouterais le côté un peu fantastique, surtout vers la fin, mais aussi par le personnage de la poupée. C'est pour ça je pense aussi qu'on peut catégoriser ça un petit peu dans l'horreur, même si je suis d'accord pour dire que c'est pas foncièrement un film d'horreur, c'est un film qui est un peu au croisement des genres. C'est pour ça qu'il est presque parfait pour notre podcast, parce que vraiment il est au milieu de plein de trucs, et on a un peu du mal à le caser ce film là du coup comme on l'a dit avant. Pour aussi un petit peu développer du coup sur l'aspect drame, c'est vrai que elle cherche vraiment à un petit peu développer des relations avec les personnes, sauf que c'est là on voit vraiment la patte, enfin moi j'ai vu que The Woman aussi, je précise bien, mais la patte un peu très misanthropique qu'a Lucky McKee, où il y a en fait justement ces dimensions un petit peu de revanche derrière, souvent c'est un truc qui revient dans tous ces films, et aussi justement de revanche. Pourquoi ? Parce que ici c'est que des personnes qui se sont après mal comportées avec elle, parce qu'elle se dit bah ça y est j'ai une relation stable et tout, et à chaque fois en fait ça n'a pas été le cas. Elle a toujours été déçue en fait par les personnes avec qui elle pensait avoir une vraie relation, mais en fait on se rend compte genre finalement que un peu comme elle qui finalement entre guillemets fétichisent certaines parties de leur corps, bah eux aussi ils la fétichisent parce que finalement ils la consomment. C'est oh là cette meuf qui est un peu bizarre mais qui est vraiment sacrément jolie, du coup voilà on couche avec, puis le lendemain bon on dit oui on se revoit et tout, c'est incroyable avec toi, puis hop dès qu'elle commence à un peu devenir un peu plus se montrer comme elle l'est, donc c'est comme une personne certes un peu inquiétante et tout, où on comprend aussi qu'ils n'ont plus envie de, comme on l'a dit avant, de à fréquenter, mais aussi on peut pas s'empêcher de penser que ouais mais eux aussi à la base ils avaient aussi une portée très fétichisante à son égard. Et du coup c'est là on en vient à ce qui est pour moi tout génie du film, c'est d'arriver à rentrer en empathie complète avec quelqu'un qui a quand même une psyché assez en lambeaux, qui quand même est quelqu'un de dangereux, et on arrive quand même à se dire ouais mais on n'est pas en empathie non plus complète, on voit quand même tous les problèmes et son caractère vraiment effrayant qu'elle peut avoir, mais justement on prend du plaisir dans la revanche qu'elle a, mais tout en étant un peu horrifié par celle-ci. Et c'est un peu justement dans cette espèce d'ambiguïté que je trouve réside vraiment l'originalité du film, qu'on retrouve d'ailleurs ensuite dans The Woman de façon peut-être plus brutale et peut-être moins subtile. Ici c'est vraiment un film qui est très touchant
quand même, je trouve, on redit un peu vraiment du début à la fin, qui est un très beau drame. On comprend aussi le côté Sundance, je trouve ça fait très film indé, justement américain, à la croisée des genres. Et voilà, je sais pas si j'ai de mon côté beaucoup plus de choses à dire sur le film en soi, mais c'est vraiment... je pense que si vous êtes un peu allergique aux films d'horreur, ça peut être une porte d'entrée pour vous, même si c'est pas pour tout le monde quand même. Hein. Genre, quand même, il y a quand même des trucs un peu dérangeants, comme on l'a dit dans le film, vous aurez compris pourquoi. Si vous êtes intéressé par finalement des drames qui montrent des personnages assez ambigus, mais qui arrivent à faire un peu comment dire, un tour de force, à vraiment montrer finalement vraiment leur part d'humanité, mais pas de la même façon que peuvent faire certains films, je trouve, qui humanisent trop des vrais tueurs en série, parce qu'en plus on est vraiment dans une fiction, on choisit bien. Mais voilà, ça montre bien un petit peu qu'on peut un peu des fois ostraciser des personnes comme étant vraiment bizarres et dangereuses, alors que des fois nous-mêmes on peut avoir aussi des rapports très malsains et toxiques à notre environnement qui sont tout aussi problématiques que les agissements de cette personne. Et je trouve que le film me montre très très bien. Je ne peux rien rajouter après ce résumé que je trouve vraiment brillant et extrêmement synthétique, et dans lequel je me reconnais tout à fait, parce que je trouve que le film est un tour de force. Il arrive à créer, c'est le maître mot sur lequel qui nous est venu tout de suite l'un comme l'autre, c'est l'empathie à l'égard d'un personnage qui est marginal, aux agissements moraux plus que répréhensibles, et dont on voit très très vite les limites, et qui est absolument horrifiant. Et en fait, il nous horrifie, mais on ne la fétichise pas pour autant par rapport à cela. On finit par l'aimer, on finit par éprouver une tendresse pour elle, et à déplorer le regard que les autres portent sur elle. On voudrait que les autres la voient comme nous, on la voit. Alors en tout cas, nous en tant que spectateurs, il y a peut-être des spectateurs qui seront complètement hermétiques et insensibles, mais le film parvient à créer une intimité, une sensibilité à ce personnage, tout en nous en montrant les travers et son inadaptation. On comprend que c'est une inadaptée, et on sait que même si c'est une fiction, tu l'as dit, dans la vraie vie, on ne pourrait absolument probablement pas entrer en interaction avec elle. Mais on a envie, on veut son bien, on veut qu'elle progresse dans sa quête, on l'accompagne, sans pour autant cautionner pleinement ses agissements. Voilà, donc c'est un film qui montre merveilleusement bien. C'est un vrai film sur la marginalité, et ouais, pour moi, la quête de l'autre, et bah, du coup, la quête de soi. Donc je trouve que tu en as très très bien parlé. Donc oui, un film, un drame mi-horrifique, mi-body horror, mi-toutou, et un film plein d'empathie et un peu de poésie sur la fin. Merci beaucoup. Et peut-être juste pour ajouter un dernier élément, ça me fait penser, justement, c'est vrai que Yuki Maki, dans ce que j'ai un peu vu et compris, c'est quelqu'un qui est assez clivant dans le cinéma d'horreur, parce qu'effectivement, tout le monde ne va pas être réceptif à ça, et tout le monde des gens pourraient des fois penser qu'il cherche un peu des fois à trop légitimer, ou à un peu trop être dans la mostration de la souffrance de son personnage principal. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui arrive souvent assez habilement, justement, à, comme tu dis, à vraiment créer de l'empathie, trouver de la poésie dans les situations les plus sombres. Et c'est peut-être comme ça aussi, pour ça que c'est pour moi quand même un des cinéastes les plus sous-cotés de l'horreur pour l'instant. Une dernière chose qu'on n'a pas évoquée, c'est l'humour aussi dans ce film. Oui. Là où il réussit, je pense aussi, à créer du lien avec son personnage principal, c'est qu'il montre le caractère complètement absurde de certaines situations. Et pour autant, on ne rit pas d'elle, on n'a pas envie de se moquer d'elle. Elle est tellement lunaire, elle est tellement à des années-lumière des codes attendus que ça crée des moments. Alors, on ne rit pas aux éclats, on rit un peu jaune, mais il y a aussi cette variation des tons dont on avait déjà parlé, par exemple, pour Tusk. Là où on attendrait d'un film d'horreur classique qu'il ne suscite que la peur et l'effroi, bon, c'est bien sûr que ce n'est pas le cas, et qu'on attend plein d'autres choses d'un film d'horreur ou pas. Bien là, c'est là où il est, pour moi, très doué, c'est que on arrive à rire, donc on passe par un panel d'émotions assez subtil et toutes très très bien enchevêtrées, toutes très très bien intriquées, qui fait que le film marche.
Oui, parce que en plus, c'est vrai que j'ai oublié de préciser, mais All Cheerleaders Die, son premier film, en fait, ça a été une comédie horrifique. Et c'est quelque chose qu'il a un peu moins fait après. Il est vraiment rentré dans un truc beaucoup plus sérieux. Mais c'est vrai que cet humour, en plus, cet humour qui est fait avec elle, je trouve, parce que c'est pas un humour où on se moque d'elle. C'est plutôt, ah ok, comme tu as dit, c'est un humour un peu dans la compassion. On est en mode, ah ouais, c'est galère pour elle et tout. Parce qu'aussi, les autres personnages sont quand même assez chelous aussi. Hein, donc, devant toi, c'est pour ça, on n'était pas genre, ah ouais, c'est la meuf bizarre et les autres sont normaux. C'est vraiment pas ça. Et justement, je trouve qu'on retrouve un peu ça aussi quand même dans. Parce que c'est vrai que moi ça m'avait un peu notamment il y a notamment un plan à un moment sur en fait son cul et je me suis dit mais pourquoi en fait il fait ça. Je trouve qu'à chaque fois qu'il est dans un rapport un peu plus érotisant à ses personnages féminins, je trouve que c'est surtout pour un peu critiquer en fait cette objectification et cette érotisation par les personnages masculins, c'est surtout qu'on trouve aussi dans The Woman d'ailleurs, et justement je trouve qu'il y a quand même beaucoup de ouais encore une fois de genre d'empathie, de montrer en fait qu'elle aussi subit un peu une forme en fait de fétichisation, alors que elle par rapport aux autres ses intentions sont beaucoup plus en fait pures de base, c'est-à-dire qu'elle elle veut vraiment une vraie interaction derrière comme on a dit, ce qui est pas le cas en fait des autres personnes plus à la base normales, voilà. Donc c'était un peu pour bien préciser aussi ça par rapport au regard de Kimaki, pour préciser pourquoi est-ce que son regard est clivant. Ça, je peux aussi comprendre des gens qui disent oui, mais quand même, c'est un peu du male gaze, je peux complètement l'entendre. Mais pour moi, il le fait pour justement le critiquer, pour aussi montrer, parce que ce n'est pas son regard à lui, c'est le regard des personnages masculins du film. Mais des personnages, je dirais tout court, on a un personnage masculin, mais celle qui sexualise le plus May, c'est une femme. Donc pour moi, ça dépasse même les questions de genre gaze. C'est le regard que l'on porte sur les marginaux, et c'est une fétichisation plus globale qui passe par un rapport érotique, mais c'est ce voyeurisme en fait que l'on peut porter sur les gens qui ne sont pas comme nous, qui ont soit des handicaps, soit des troubles, et donc qui nous attirent et qui nous révulsent à la fois. Donc oui, ce plan sur son cul, effectivement, c'est pour signifier que le personnage masculin la regarde d'une certaine façon, mais en fait, c'est pas tant pour ça qu'il est attiré par elle. Alors, il y a des raisons physiques, mais on l'a redit, c'est pour aussi parce qu'elle sort de l'ordinaire, elle est extraordinaire. Et Polly a un peu le même regard sur elle. Donc pour moi, on sort même là où le film est assez fort, c'est qu'il arrive à dépasser même ses rapports, ses regards de genre. Je n'ai rien à rajouter, je ne sais pas si toi tu as quelque chose de plus à dire sur le film. Courez, allez, trouvez un moyen de le voir, contactez-nous pour qu'on se fasse des soirées ciné. Mais voilà, trouvez un moyen de voir May, on vous y incite très 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 fort, très chaudement. Et comme je le rappelle aussi, ce n'est pas un partenariat, mais le moyen aussi, voilà, si vous voulez vraiment soutenir en plus le film et des distributeurs indépendants, ESC, voilà, fait une réédition. On vous encourage vraiment à aller le voir pour couronner la vraie reine de May. Voilà, je refais la même blague que l'épisode d'avant, mais bon, c'est un peu l'idée. Et donc voilà, comme on a dit, maintenant qu'on passe à un format plutôt capsule, on ne va pas forcément faire des mises en réflexion. Juste peut-être brièvement, mais c'est pas prévu, un petit peu comme toi tu avais fait dans le dernier épisode sur Guinea Pig. Moi j'aimerais juste te dire que ce film m'a fait beaucoup penser à un autre film qui s'appelle Audition de Takashi Miike, qui est un des papes, on pourrait dire d'une certaine façon, du body horror et du V-cinéma aussi, comme on avait vu précédemment dans l'épisode sur Guinea Pig. D'ailleurs, Az Épouvantail va sortir un documentaire prochainement, même si il a déjà montré dans des projections spéciales sur Takashi Miike. On a très très hâte de le voir. Donc sans trop vous en dire, c'est un film sur un producteur de documentaires au Japon qui a perdu sa femme il y a assez longtemps et qui un petit peu sous un petit peu pas la pression, mais il y a beaucoup de gens dans son entourage qui disent ah ce serait bien quand même tu retrouves quelqu'un, il se dit bah pourquoi pas, et donc avec l'aide de son ami qui est directeur de casting, ils vont organiser une fausse audition pour trouver en fait la prétendante idéale pour lui. Il rencontre quelqu'un avec qui au début ça se passe très bien, il réagit même très bien quand en fait il lui révèle que en fait le film ne va pas se faire, mais du jour au lendemain elle disparaît. Et c'est là où le cauchemar commence. Mais du coup, on voudrait vraiment aller voir aussi ce film-là à l'aveugle. C'est absolument génial. C'est un énorme chef-d'œuvre. C'est un de mes films préférés. Et pour moi, on se cache du coup à voir vraiment May et Audition. Et franchement, pour moi, il y a des points communs. C'est comme si May, c'était un peu genre Audition, mais du point de vue du personnage féminin.
Voilà, après bon, il y a beaucoup de différences que vous allez comprendre très très vite, mais il y a des points quand je me dis ah c'est vrai que ça m'a fait penser certains aspects dans le côté obsessionnel, notamment du personnage à Audition. De toute façon, on risque de reparler de Mickey à un moment parce que niveau body horror, ça envoie du bon pâté vegan. Et du coup, donc, merci beaucoup pour nous suivre encore sur cette nouvelle émission. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre 5 étoiles sur Spotify, à également, à également mettre un j'aime et à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Parce que vous êtes beaucoup sur YouTube en fait, c'est assez marrant. On vous dit du coup à dans 2 semaines, surtout que là on va commencer un cycle durant l'été qui va être du costaud, puisqu'on va aborder, petit teasing, le pape, le roi, que dis-je, une figure absolument tutélaire du body horror, le dieu du body horror, on pourrait presque dire, le dieu qui nous vient tout droit du Canada, j'ai bien nommé David Cronenberg. On va aborder plusieurs films de Cronenberg, c'est un petit peu idée pour voir un peu les différentes facettes de son immense filmographie. Et on va aborder en premier avec un classique, vous verrez, c'est un petit indice. Et donc, du coup, sur ce, on vous souhaite une excellente soirée. Et n'oubliez pas... Faites du body horror, votre hobby d'horreur. Merci à tous et à très vite!